et passer à la table ronde avec les grands spécialistes en la matière. On vous a préparé des petits fauteuils. Et donc, on va mettre la diapo suivante, si vous voulez bien. Quand on a épluché les questionnaires l'année dernière et vos questionnaires de satisfaction, merci Vincent, vous avez plébiscité les tables rondes et je trouve que c'est effectivement un format assez vivant. Et on s'est dit avec l'équipe projet qu'il y avait quelque chose quand même, une pathologie emblématique de notre filière qui réunissait, on le voit aujourd'hui, tous les acteurs de MAREP, MARVU et surtout CEMAVEM aussi. C'était la prise en charge des dysgraphismes, qu'ils soient occultes ou ouverts. J'ai tenté hier de résumer l'ensemble des intervenants, j'en ai sûrement oublié, autour de ces petits patients, petits et moins petits d'ailleurs, on va le voir, avec l'urologue. Et Ilona Alova nous parlera de la prise en charge autour de... Je veux bien la diapo. L'orthopédiste et la médecine physique réadaptation avec Luciana Scatine, la prise en charge du tout petit à la naissance et de la prise en charge de la pédiatrie en général avec Chouchanik Ovanissian, et puis la prise en charge neurochirurgicale au fil de l'eau, et on va le voir avec Cyril, même avant la naissance, et avec Maëlys Teng qui travaille avec l'équipe d'adultes de Gérard Marenco, le vaste sujet de la transition et de la sexualité aussi, avec autour l'ensemble des intervenants, que ce soit la stomathérapeute, les stomathérapeutes, l'assistante sociale, voilà l'ensemble des intervenants. Et on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Cyril James, qui est donc neurochirurgien à Necker, donc pédiatrique, et à qui on a laissé le champ libre pour nous parler de son quotidien, pour mieux comprendre à la prise en charge de ces patients de la naissance à l'âge adulte. Merci beaucoup, Merci Célia. Cyril. Avant de commencer, je voulais mettre la lumière sur deux personnes qui sont présentes ici, qui font partie maintenant du centre de référence de CEMAVEM, et je suis très content qu'ils soient là. C'est deux personnes. Il y a Olivier Klein qui est responsable du nouveau centre à Nancy, et Federico Di Rocco qui est responsable du centre à Lyon. Et je suis très fier de pouvoir travailler avec eux, puisque c'est deux gros centres pédiatriques, et ça me fait très plaisir qu'ils soient là et qu'ils soient présents ici. Voilà. Alors, ça c'est... Ah, voilà. Donc, pour commencer, on va parler des dysgraphismes complexes. Alors, quand on parle de dysgraphisme, on pense tous au spina bifida. Sauf que c'est pas que ça. Et je voulais vous montrer la fabrication d'un embryon et la rapidité avec laquelle il se fait. C'est-à-dire qu'on voit que très rapidement, et très petit déjà, la moelle épinière et donc le tube neural, il est fabriqué. Et la fermeture de ce tube neural, il se fait extrêmement, extrêmement tôt dans l'utérus. Et là, on voit que tout est déjà joué pratiquement au premier mois, alors que le fœtus fait même pas 1 centimètre, il fait 4 millimètres. Et ça veut dire que le spina bifida, quand on se rend compte pratiquement qu'on est enceinte, c'est déjà trop tard pour prendre de l'acide folique. Et je reviendrai là-dessus, parce que la prévention par l'acide folique est quelque chose d'extrêmement important, la vitamine B9. Et je reviendrai là-dessus pour en rediscuter, parce que c'est quelque chose de très important, et on est très, 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 très mauvais en France là-dessus. Donc, l'anténatal, puisque c'est quelque chose qui devient de plus en plus importante et qui devient de plus en plus vital dans les diagnostics et les discussions qu'on peut avoir avec les parents, on voit extrêmement rapidement que on arrive à voir la moelle épinière, si elle est fermée, ouverte, s'il y a quelque chose ou pas. On a ici une écho sur laquelle on voit que
la partie inférieure... alors, vous voyez les petits... Je ne sais pas si j'ai un pointeur ou pas. Ouais. Alors, vous voyez ici qu'on a de la peau ici, et on a la colonne vertébrale qui est toute belle, toute fermée, etc. Et ça, c'est très, très rapide. On voit ces images très rapidement à l'échographie. Déjà, au premier trimestre, on peut voir que le bébé, il est tout beau, tout bien, et qu'il n'y a pas de malformation du tout. Donc, on a des échographies qui nous montrent très vite et très rapidement si on a une malformation de la moelle épinière ou pas. Contrairement aux idées reçues, la hauteur de la moelle épinière, donc la moelle épinière, elle ne va pas jusqu'en bas de la colonne vertébrale. Elle s'arrête à peu près même au milieu. Et ça se joue très tôt dans la fabrication du bébé, c'est-à-dire qu'on voit qu'à la 32e semaine, la moelle épinière, elle se trouve déjà à l'endroit où elle va rester tout le reste de sa vie, c'est-à-dire entre aux alentours de la première vertèbre lombaire. Et très tôt, on peut voir des anomalies. Là, vous voyez que... Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais là, on a un truc qui est bizarre ici. On a un truc qui est bizarre ici. Donc, on voit des anomalies extrêmement tôt, avec des lésions d'hémivertèbres, avec plein d'images un peu particulières. Et vous voyez que les images sont extrêmement belles et les diagnostics se font de plus en plus tôt. J'ai sorti ça un peu pour Sabine et Célia avec la triade du Curarino. À 17 semaines, on arrive déjà à faire un diagnostic très très tôt. Le problème des classifications des dystrophismes, c'est qu'il n'y a pas que le spina, il y a plein de trucs. Et c'est extrêmement compliqué. J'ai piqué ça à Michel Zera, qui était mon prédécesseur. Et quand on rentre dans les dystrophismes, donc dans les malformations de la moelle épinière, on se rend compte que c'est extrêmement compliqué. Alors, bien évidemment, on se focalise beaucoup sur l'embryologie, à quel moment ça arrive, comment ça marche, etc. Mais c'est infernal, donc il faut faire de l'embryologie, c'est compliqué, etc. Et il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Lajoniaz, qui était un grand monsieur, un neuroradiologue interventionnel qui travaillait à Bicêtre, qui a dit un truc sympa, qui dit que les classifications ne sont que le reflet de notre ignorance. Donc plus on fait des classifications complexes, plus on a du mal. Donc ce qu'on a voulu, et ce qu'on essaye de prôner, en tout cas pour nos étudiants et pour que ce soit le plus simple possible, on a divisé les dystrophismes en 3 trucs. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a de la peau? Est-ce qu'il y a de l'os? Est-ce qu'il y a un problème de moelle épinière? Et pour chaque étape, on dit, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Globalement, donc vous voyez qu'on a la peau, c'est soit la peau elle est ouverte, soit la peau elle est fermée. Si elle est ouverte, est-ce que l'os est ouvert? Est-ce que l'os est fermé? Si l'os est ouvert, est-ce que la moelle épinière est ouverte? Est-ce que la moelle épinière est fermée? Donc ça simplifie énormément les choses, c'est particulièrement clinique. Et en fait, on voit ici que le seul truc où tout est ouvert, eh ben, c'est le spina bifida. Et puis quand on voit que quand la peau est fermée en anténatal, on n'a pas de liquide céphalorhachidien dans le liquide amniotique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'acétylcholinestérase dans le liquide amniotique. Et bien, peau fermée, on a le même diagramme avec l'os ouvert, l'os fermé, la moelle épinière ouverte ou fermée. Et on a une quantité, faramineuse de maladies qui sont plus ou moins complexes, qui sont plus ou moins difficiles à diagnostiquer. Je vais balayer assez rapidement, parce que je ne veux pas qu'on devienne des hyper spécialistes, mais je voulais juste vous montrer qu'il y a plein de trucs, et que dans les dystrophismes, quand on pense dystrophisme, on pense spina bifida, en fait, c'est pas ça. Quand on pense dystrophisme, eh ben, il faut penser à plein de trucs. Et donc, quand on nous envoie des patients en consultation en disant « il y a un spina bifida », ça annonce plein de choses à toutes les familles, et c'est extrêmement difficile aux familles d'entendre ce mot-là. Parce que quand on dit spina bifida, les parents ils vont directement voir Internet et ils se rendent compte pipi, caca, troubles moteurs, hydrocéphalie, etc. Mais ce n'est pas le cas pour une grande majorité d'autres dystrophismes. Donc, je vais faire le tour un peu rapidement. Donc, il y a le sinus dermique, il y a un petit tuyau qui va à l'extérieur. Donc, la peau est ouverte, puisqu'il y a un trou qui va à l'extérieur. L'os, ça passe à travers l'os. Et la moelle épinière, elle est bien et elle est fermée. Et ça peut donner des petits trucs comme ça. Il y a la peau, quand elle est fermée, l'os ouvert et la moelle ouverte. Ça peut donner d'autres trucs qu'on appelle un lipome
avec un kyste, donc un lipomyélocystocèle, ou une moelle qui est attachée avec un fil ou un tractus fibreux qu'on appelle un limited dorsal myeloschisis. Donc ça, c'est d'autres maladies. Et tous ces trucs-là, on les voit extrêmement tôt en anténatal. Le seul truc, c'est que la graisse en anténatal, on a du mal à dire si c'est du gras ou du liquide, etc. Mais on arrive assez rapidement à faire des diagnostics très très tôt, et donc de dire aux familles le pronostic moteur et sphinctérien de ces enfants à naître. Donc on peut avoir des lésions qui sont un peu comme ça, avec la peau qui est toute belle, toute fermée, et ça, c'est pas un spina bifida. C'est un lipome du cône ou un lipomyélocystocèle. Pareil pour le LDM, avec vous voyez le petit fil là, qui part de la moelle épinière, avec un gros kyste ici. On a la moelle qui est tractée avec ce petit fil. C'est particulièrement typique vous voyez cette pointe-là, ce petit V à l'envers avec le fil qui tire. C'est typique du LDM. Et donc, on a cette moelle épinière qui est tirée vers l'extérieur avec vous voyez, ce truc blanc-là. Et ben, le but du jeu, c'est qu'une fois qu'ils naissent, on remet le machin à l'intérieur et on referme. Et tout va bien. Donc ça, c'était un film que j'ai piqué à Michel Zera. Je vais vous passer, parce que ça va être un petit peu plus long. Il y a d'autres anomalies. Donc on a les myélocystocèles terminaux, qui sont l'équivalent d'un LDM, mais dans la partie toute distale, avec un gros kyste, la partie inférieure de la moelle épinière qui est tirée vers le bas, qui peuvent donner des anomalies un peu particulières à la naissance. Et il y a des myélocystocèles terminaux avec des trucs très très graves qu'on voit en prénatal, et pour lequel souvent on peut proposer des interruptions de grossesse, et en général c'est ce qui se passe. Mais c'est des enfants qui sont viables, hein, qui peuvent aller plus ou moins bien. Les lipomes du cône, donc la peau est fermée, l'os est ouvert et la moelle est en place, mais il y a un gros morceau de gras qui est collé à cette moelle, donc on a un lipome du cône. Même principe avec un truc avec de l'eau, du liquide céphalorachidien à l'intérieur, donc on a des méningocèles. On a les lipomes du cône, comme je vous ai montré, avec une grosse boule de gras collée à la moelle épinière, et puis il y a les lipomes du phylum. Donc le phylum, c'est un tout petit fil qui va de la fin de la moelle épinière jusque tout en bas, qui est un tissu fibreux dans lequel on ne doit rien avoir du tout. Mais quelquefois, quand on fait une coupe horizontale, sur ces images, on voit que le gras sous la peau, il est blanc, et normalement dans le noir ici, qui est le liquide céphalorachidien, il ne doit pas y avoir de blanc. Et là, il y a ce point blanc, donc c'est la preuve qu'il y a du gras dans ce fil. Et on a démontré qu'il y avait un risque de traction de la partie inférieure de la moelle épinière, et donc un risque d'avoir des problèmes de pipi, de caca, etc. Donc on a tendance à sectionner ces phylums de manière assez systématique. Donc globalement, vous voyez ce gros phylum, et à plus. Et donc on les coupe pour éviter justement la traction de la partie inférieure de la moelle épinière. Les méningocèles, donc il y a de l'eau, donc la peau est fermée, l'os est ouvert et le liquide va sortir parce que les méninges sortent en dehors de leur place, donc ça peut donner des lésions cutanées, mais la plupart du temps elles sont au niveau de la tête et on peut avoir des méningocèles qui peuvent être petits, qui peuvent être moyens ou qui peuvent être plus grands. Et la naissance, elle peut être particulièrement compliquée parce que si on essaye de faire naître un enfant par voie basse, la tête, elle a du mal à passer. Hein. Donc quelquefois, on est obligé de les ponctionner avant de pouvoir les opérer. Je vais parler aussi rapidement des spina bifida occulta. Occulta, ça veut dire qu'on ne le voit pas et ce n'est pas une vraie myéloméningocèle. Ça veut dire que la peau est fermée et l'os est ouvert. Mais il n'y a que de l'os ouvert. Et la moelle épinière est normale. Il y a d'autres maladies qui sont extrêmement bizarres et particulières qu'on appelle les diastématomyélies. C'est un nom barbare pour dire qu'il y a deux moelles épinières. Souvent, la moelle épinière la plus grosse, c'est celle qui est plus fonctionnelle que la moelle épinière qui est plus petite. Et on les voit assez rapidement en anténatal. Vous voyez qu'on voit ces deux moelles avec la séparation des deux moelles. Alors, ça peut donner des très grosses malformations osseuses, mais souvent, il y a un signe qui est
le signe qui est extrêmement facile à voir, c'est d'avoir des poils. En fait, ce n'est pas des vrais poils, c'est plus du crin dans le dos qui pousse tout le temps. Et donc, c'est le signe extérieur d'une diastématomyélie, et ça, on ne peut pas se gourer. Donc, c'est hyper facile de faire le diagnostic. Donc, je vais avancer rapidement parce qu'il y a des diastématomyélies de type 1 quand il y a un os qui sépare les deux moelles, de type 2 quand il n'y a pas d'os. Donc, quand il y a un os, il faut aller enlever l'os, et quand il n'y a pas d'os, il faut aller vérifier si en bas, elle est attachée ou pas. Les lipomes du cône et les lipomes du phylum, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, lipome du cône, c'est attaché à la moelle épinière. Et l'hypome du phylum, vous voyez que le phylum, c'est ce machin-là, et dedans, il y a du gras. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est facile, on va voir et on coupe. Donc les lipomes du cône, on les voit très très bien en anténatal, et donc les discussions avec les parents, elles peuvent être faites très tôt et très rapides sur le pronostic moteur et sphinctérien de ces anomalies. Alors, la régression caudale, ce n'est pas une maladie neurochirurgicale parce qu'il manque un bout de moelle et on ne sait pas greffer de la moelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la partie inférieure de la moelle épinière, elle n'est pas fabriquée. Et donc, on a la moelle qui est comme si elle était coupée. Et ça donne des anomalies extrêmement importantes avec des déformations osseuses, avec des troubles sphinctériens graves, etc. Et donc, nous, on les voit beaucoup, mais on les traite jamais. Donc, ils sont surtout pris en charge en urologie, en orthopédie, etc. Alors, j'aime pas le terme de régression caudale parce que régression, ça veut dire apoptose, ça veut dire que les cellules, elles étaient là et elles ont disparu. Mais je préfère parler d'agénésie caudale, c'est-à-dire que ça n'a jamais été fabriqué. Parce que le terme régression me déplaît énormément. Donc, je vais avancer là-dessus. Donc, pour clore sur les classifications assez rapidement, globalement, quand la peau est ouverte, l'os est ouverte, la moelle est ouverte, c'est un vrai spina bifida ou myélomélangocèle. Donc on a une fuite de LCR, une destruction de la partie inférieure de la moelle épinière, l'association avec un Chiari de type 2 et une hydrocéphalie, et des troubles moteurs et sphinctériens systématiques. Pas moteurs, mais en tout cas sphinctériens systématiques. Alors que quand c'est fermé, il n'y a jamais de fuite de liquide céphalorachidien, il n'y a pas de Chiari, pas d'hydrocéphalie. Donc si on parle en anténatal d'un spina bifida avec un Chiari, c'est que c'est une erreur diagnostique. Sans Chiari, pardon, c'est que c'est une erreur diagnostique. En anténatal, il faut qu'il y ait un Chiari pour avoir un spina bifida ou une myélomélangocèle. C'est pas plus compliqué que ça. Dans ceux qui sont fermés, il y a 30% qui ont des lésions médulaires. Et ils peuvent avoir des troubles sphinctériens, moteurs, etc. Et je vais terminer avec le myélomélangocèle, donc le spina bifida. Le diagnostic, il se fait très tôt, très bien, avec en anténatal une ouverture des lames qui se fait très rapidement. Le diagnostic de ce myélomélangocèle, elle est très importante, d'une part pour dire qu'il y a un myélomélangocèle, et d'autre part pour savoir le niveau. Parce que quand on voit les familles en anténatal, connaître le niveau, c'est connaître les séquelles à venir. Et c'est très important de dire, voilà, on a un myélomélangocèle qui arrive en L5, S1, donc le pronostic moteur, il est plutôt favorable, c'est-à-dire que c'est des enfants qui vont déambuler. Je ne dis pas marcher parce qu'ils ont malgré tout des problèmes au niveau des pieds, et ça peut se dégrader avec le temps, mais ils vont pouvoir se mettre debout et marcher. Par contre, quand on a une myélomélangocèle L2, on sait que c'est des enfants et des patients qui seront en chaise roulante. Donc on a un moyen d'anticiper la discussion anténatale qui est très importante à ce moment-là. Ces malformations, elles peuvent être très différentes les unes des autres, avec la moelle ouverte, et le but de la chirurgie après la naissance, c'est de fermer. Pourquoi fermer? Alors, ça ne va pas guérir la partie extérieure de la moelle épinière qui est en contact avec le liquide amniotique. Ça va éviter les infections, éviter les fuites de liquide céphalorachidien, éviter les problèmes secondaires. Donc le but, c'est cette moelle épinière qui est censée être un tube, qui est ouverte et qui est plate. Eh ben, on va refermer la moelle épinière, on va recréer les tissus des méninges, on va rechercher les muscles et on va rechercher la peau. Et on va refermer tout ça pour qu'il n'y ait plus de contact entre l'extérieur et la moelle épinière. Le diagnostic
se fait très tôt. Et en fait, le diagnostic, en général, il ne se fait pas nécessairement sur la moelle épinière. Paradoxalement, il se fait sur le crâne. Et on a des signes, et on aime bien les fruits en anténatal. On a un crâne en citron et un cervelet en forme de banane. Et ça, c'est des signes qui sont assez systématiques dans les myélomyélingocèles. Donc on a plein de signes indirects. Je vais avancer là-dessus. Je vais avancer sur la qualité de vie, mais on a écrit en 2020 une étude, on avait repris tous les fœtus avec des myélomyélingocèles pour lesquels il y avait une interruption de grossesse, et on avait vérifié la présence de motoneurones, c'est-à-dire de nerfs qui sont moteurs, au niveau de la malformation, au-dessus de la malformation, et donc on avait noté tout ça en faisant la zone au-dessus, la zone en dessous, donc sur une moelle normale et sur la moelle malade. Et on s'est rendu compte que l'apparition du Chiari, il se faisait assez tôt, aux alentours de la 18e, 19e semaine, que les déformations des pieds, elles arrivaient au fur et à mesure du temps, mais que la disparition des motoneurones au niveau de la malformation, c'est-à-dire que la moelle épinière qui est en contact avec le liquide amniotique, pour être super simple, c'est avec l'urine du bébé, ça détruit cette moelle épinière et elle se détruit extrêmement, extrêmement tôt, puisque déjà à la 15e semaine, on a une disparition complète des motoneurones au niveau de la lésion. Ce qui veut dire que quoi qu'on fasse, on ne peut pas changer ça. Par contre, l'intérêt de la chirurgie anténatale, et je vais en parler, c'est la dégradation et la destruction des motoneurones au niveau des niveaux sous-jacents, au-dessus de la malformation. Et c'est ça ce qu'on va protéger avec les chirurgies anténatales, et je vais revenir là-dessus. Donc, comme je l'ai dit, je vais avancer là-dessus, mais le pronostic, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est dépendant du niveau de la vertèbre. Donc, plus c'est haut, plus c'est grave, et plus il y aura des troubles moteurs. Plus c'est bas, moins il y aura des séquelles pour la mobilité. Il y a un truc qui a été publié par l'équipe d'obstétrique de Necker sur l'apparition du cerveau, la morphologie du cerveau et des ventricules au premier trimestre. Ce qui veut dire qu'à la première écho, pratiquement, on peut dire qu'il y aura potentiellement un dystrophisme ou une myélomyélingocèle avec la taille des ventricules, la clarté nucale. Et donc tout ça, tous ces petits signes indirects dès le premier trimestre nous permet de voir qu'il y a une vraie différence entre le groupe contrôle et le groupe qui a un myélomyélingocèle. Je continue. Hein. C'était une étude qu'on a faite il y a déjà quelques années et on se disait qu'en 2002, on se disait qu'au fur et à mesure du temps, là, à Necker, on voyait de moins en moins de myélomyélingocèles. Donc on s'est dit que bon, ça va devenir, on n'en verra plus, on n'en opérera plus, c'est une maladie qui va disparaître totalement. Et puis, on a ça, avec une réaugmentation du nombre d'apparitions de myélomyélingocèles. Alors c'est très multifactoriel. Et donc, on a commencé à essayer de savoir comment prévenir, quel type de chirurgie on peut avoir, et est-ce qu'on ne peut pas faire de la chirurgie anténatale. Bien sûr, nous, en France, on a l'interruption de grossesse qui est assez facile et assez simple, puisqu'on est un peuple un peu moins puritain que les États-Unis. Mais on se rend compte qu'en Europe, on fait beaucoup d'interruptions de grossesse, mais qu'avec l'évolution dans le temps, on se rend compte que les interruptions diminuent. Et alors, on ne sait pas si c'est un facteur religieux, si c'est un facteur parce qu'on arrive mieux à prendre en charge les enfants avec un handicap, que les parents préfèrent garder un enfant même s'ils savent qu'il y aura un handicap, et parce que gérer un enfant avec un handicap, c'est tout à fait imaginable, et que les parents décident de garder cet enfant. Mais il faut savoir que la présence d'une myélomyélingocèle, on propose de manière systématique une interruption de grossesse. Alors, je vais vous parler de la prévention, avant tout. Donc, la vitamine B9, c'est un article qui date de 1991, donc c'est super vieux, qui a montré que
il y avait un effet protecteur de l'acide folique sur le myéloméningocèle de plus de 70%. Il y a d'autres études qui ont montré que ça allait jusqu'à 85%. Donc le fait de prendre de l'acide folique entre 2 et 3 mois avant la conception et entre 4 et 6 semaines après être enceinte protège de plus de 70% des cas de troubles de la fermeture du tube neural, donc de l'apparition d'une myéloméningocèle. Et en France, on est extrêmement, extrêmement mauvais, parce que jusqu'il y a un peu moins de 10 ans, il y avait moins de 10% des femmes qui étaient protégées correctement. Et on avait les plus mauvais résultats européens. Et il n'y a pas d'amélioration ces dernières années. Alors, je ne sais pas pourquoi. Les gynécos ont peut-être peur de prescrire, etc. Mais on essaye de se battre. Donc, pour faire simple, la vitamine B9, ou l'acide folique, c'est un concentré de vitamines qu'on a dans la salade, dans la viande, etc. Le seul problème, c'est que quand on le chauffe, ça perd 70% de son efficacité. Donc, il faut une concentration qui soit très importante. Ça n'a aucun effet secondaire de prendre de la vitamine B9. On peut en prendre autant qu'on veut, et même si on ne veut pas avoir d'enfant. Donc, c'est dommage de passer à côté. Donc, pour tout le monde, on peut prescrire du 0,4 mg, et pour ceux qui ont des antécédents ou des carences, etc., on passe à 5 mg, et on protège, comme je vous l'ai dit, pratiquement 80% le risque d'avoir un enfant avec une myéloméningocèle. C'est extrêmement important, et on est super nul en France. Et c'est dommage. Alors, je vais vous parler de la chirurgie anténatale maintenant. Il y a eu une étude en 2011 assez magnifique qu'on appelle le MOMS, qui est une étude américaine multicentrique qui a montré que si on opérait un bébé dans le ventre de sa maman qui a une myéloméningocèle, ça améliorait les troubles moteurs chez un enfant sur 3. Ça ne changeait pas l'incontinence, mais que ça faisait, dans une grande partie des cas, améliorer et faire disparaître l'hydrocéphalie. Donc ce qu'on faisait, c'était, et ce que j'avais commencé à faire avec Michel à Trousseau, c'était on allait chercher l'utérus, on ouvrait l'utérus, on mettait le dos du bébé, comme on fait en postnatal, hein, on met le dos du bébé en face de nous, on voit la malformation, le tube neural qui est ouvert, on le ferme, on repousse le bébé dedans, et on referme. Le seul hic dans cette histoire, c'est ça. C'est la cicatrice. Et faire une cicatrice sur un utérus qui doit continuer à grandir, parce que c'était entre la 22 et la 24e semaine, c'est pratiquement, et je vais être méchant, létal pour l'utérus. C'est-à-dire que les femmes qui veulent avoir un enfant après, il y a un risque majeur de placenta prévia, de gros problèmes utérins ultérieurs. Et ça a été un truc qui m'a posé beaucoup de questions, et c'est pour ça qu'avec l'équipe ici et l'équipe du Texas, on a fait une étude sur la chirurgie endoscopique. Donc on ne voulait pas ouvrir l'utérus pour éviter justement de détruire l'utérus des mamans après ce type de chirurgie, parce que sauver un enfant c'est bien, mais il faut penser à la maman aussi. Et en plus on ne sauve même pas l'enfant, on améliore son pronostic, on ne le guérit pas. Donc on a fait cette étude au départ sur des moutons, et ensuite on a comparé ce qu'on faisait entre 2011 et 2017 avec l'équipe du Texas, où on a commencé à faire notre étude par voie endoscopique. Et donc ça, c'est les premières images. Donc vous voyez ici qu'on voit plutôt pas mal. Là, c'est le tube neural qui est ouvert, avec la moelle ici. On arrive à voir très très bien en anténatal avec l'endoscope, et on ferme la moelle. Alors, il y a une courbe d'apprentissage. Mon premier, il était bof, même s'il était fermé. Donc la cicatrice, elle est pas terrible en postnatal. Et puis la courbe d'apprentissage, elle a été assez rapide. Ça, c'est une grosse ouverture, et donc ça, c'est le deuxième. Et puis maintenant, ils ressemblent tous à ça en postnatal.
Et donc, on voit de moins en moins la cicatrice. Et l'utérus de la maman est parfait en postnatal. C'est des femmes qui accouchent par voie basse, contrairement à la technique ouverte, où elles sont obligées d'accoucher par césarienne. Et donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on fait un trou, 2 trous, et on travaille avec ça. Et donc, vous voyez la différence entre la cicatrice de tout à l'heure et la cicatrice qu'elle peut avoir. C'est un fétoscope, donc c'est ce qu'on utilise pour les ponctions de liquide amniotique. Ça abîme absolument rien. Donc, globalement, il y a eu plusieurs études qui ont montré que les femmes pouvaient avoir un accouchement par voie basse, qu'on n'avait pas de déhiscence de la cicatrice de problème utérin, et bien évidemment, on pouvait protéger des grossesses ultérieures. Et ça, c'est extrêmement important, contrairement à la technique ouverte. Donc, on a été les premiers en Europe à faire cette technique endoscopique, et on continue à ne faire que ça. C'est-à-dire qu'on ne veut plus du tout ouvrir l'utérus des femmes, parce que c'est particulièrement délétère pour elles. Et c'est tout ce que je voulais dire. C'est déjà beaucoup. Bravo Cyril. Quel voyage dans les dysgraphismes, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe chez ce nouveau-né, justement à la naissance, Chouchanik, néonatologue? Bonjour à tous. Je remercie Célia de m'inviter pour faire une présentation sur la prise en charge, dépistage et prise en charge de ces pathologies-là. En fait, Cyril était assez exhaustive sur le dépistage. Du coup, je vais passer assez rapidement. En fait, le dépistage, c'est basé sur l'échographie anténatale. Je vais parler surtout sur les dysgraphismes ouverts, donc le diagnostic est beaucoup plus aisé et on peut avoir un dépistage anténatal qui est supérieur à 85%. Dans la plupart des cas, le dépistage se fait en 2e trimestre. Le taux de dépistage premier trimestre, c'est à peu près 10%. Après, vers 80-85% au 2e trimestre et après, une autre 9-10% sur le 3e trimestre. On se base, comme vous a dit Cyril, sur les signes directs et sur le signe indirect. Je ne vais pas m'arrêter plus parce qu'il a pas mal détaillé. Signe direct, on visualise le dysgraphisme, ça veut dire l'anomalie lui-même. Et après, les signes indirects, c'est le retentissement sur le cerveau et retentissement sur l'appareil locomoteur, sur les membres inférieurs. Voilà, je vais passer de ça. Qu'est-ce qui nous permet de ce dépistage anténatal, comme vous a dit Cyril, de préciser le niveau, préciser la gravité de la pathologie et avoir un discours adapté avec les futurs parents qui vont décider leur attitude, qui va se diriger soit vers un IMG, qui est assez majeur, comme ça a été déjà dit, et soit se diriger vers une naissance. Ce dysgraphisme, ça reste toujours une maladie rare, même si le taux, ces dernières années, ça a augmenté. La prévalence est 2 sur 10 000 naissances, entre 2 à 14 sur 10 000 naissances vivantes. Alors, on parle avec les parents, on nous présente la pathologie, on les assure, les accompagner, quelle que soit leur décision pour cette grossesse. Voilà. S'il y a une décision de poursuite de grossesse, ben on explique un petit peu, déjà anténatal, comment ça va se passer, dès la naissance jusqu'à pendant toute l'enfance, on va dire. Avec la charge de travail, la pathologie lui-même. Alors, et puis, comment ça va se passer après la naissance? Parce que tous les parents, ils appréhendent. C'est un enfant qui va pas être, qui va être différent. Du coup, ils posent beaucoup de questions. Comment ça va se passer? Les 3 grands axes de prise en charge néonatale, c'est la chirurgie, la réalisation de bilan lésionnel complète et l'organisation de la sortie de l'hospitalisation. La fermeture chirurgicale de la lésion en postnatal, c'est différent d'après la forme. Hein. Pour les formes fermées, la chirurgie peut être décalée quelques jours, quelques mois, voire quelques années. Et pour les formes ouvertes, ça veut dire myéloméningocèle, on opère normalement dans les premières 24-48 heures, assez rapidement s'il y a une ouverture de sac malformatif à la naissance.
Et on explique aux parents que la chirurgie, je ne vais pas détailler parce que là, Cyril en a parlé, et on explique aux parents que la chirurgie ne permet pas réparer la malformation, et le but de cette intervention, d'éviter les complications telles qu'une méningite. Après, on va surveiller l'enfant, en fait accompagner l'enfant en pré-post-chirurgie, et après la chirurgie, après la stabilisation d'état d'enfant, on va faire un bilan lésionnel. Juste pour le rappel, ça a été déjà dit, quand il y a anomalie de fermeture de tube neural, il n'a pas de séparation, il n'a pas de différenciation et maturation des tissus, ça veut dire que les tissus restent figés dans l'état embryonnaire et du coup ils restent non fonctionnels. Du fait que il n'a pas de cette séparation à cause de différences de croissance de la colonne vertébrale et de la moelle. Il a une traction permanente sur le cerveau en développement qui va provoquer d'abord une ptose amygdalienne, ptose de cervelet et de tronc cérébral, qui est le primum movens de pathologie des conséquences sur le cerveau, qui va provoquer lui-même une hydrocéphalie, anomalie de migration cellulaire, qui va provoquer anomalie du corps calleux, hétérotopie et anomalie de gyration. Ça veut dire c'est pas des différentes pathologies associées, on peut appeler ça une séquence de myéloméningocèle parce que ça commence par non-différenciation voilà, et persistance d'attachement des tissus qui ne sont pas différenciés, qui va avoir toutes les conséquences sur le cerveau. Alors du coup, on va chercher des complications à deux étages, à l'étage cérébral et à l'étage médulaire. Tout ce qui est chiari, à la naissance, on va surveiller le fonctionnement du tronc cérébral. C'est-à-dire, on va surveiller, voir si l'enfant ne fait pas des apnées, des bradycardies, des saturations, qui est très important parce qu'un cerveau qui a déjà souffert en anténatal, ne pas ajouter sur handicap par hypoxie, par des troubles de vascularisation, par hyperpression, tout ça. Du coup, on va surveiller l'autre fonction qui est déglutition. Il a pas mal d'enfants qui ont trouble de déglutition aussi. Et si c'est le cas, on va faire organiser la prise en charge par la mise en place d'une sonde gastrique, par une ventilation non invasive. On fait une saturométrie, on mesure le gaz carbonique pour adapter la prise en charge de ces enfants-là. Après, on surveille tout ce qui est la symptomatologie d'hydrocéphalie. On mesure le périmètre crânien pour voir l'évolutivité et on sait qu'après la fermeture de lésions dorsales, on peut avoir majoration d'hydrocéphalie parce qu'on enlève cette soupape qui diminue la pression de liquide cérébro-rachidien. On se base aussi sur l'examen neurologique clinique pour évaluer la symptomatologie d'hydrocéphalie. Et puis, on complète tout ça par imagerie, l'échographie transfontanellaire et l'IRM cérébral. Et en cas de décompensation de l'hydrocéphalie, on va demander, on va renseigner les neurochirurgiens qui vont procurer une dérivation ventriculo-péritonéale. Au niveau médulaire, on va évaluer le risque de survenue d'une infection urinaire par échographie vésicale et rénale, être sûr qu'il n'a pas des malformations, des anomalies des voies urinaires surajoutées qui peuvent majorer le risque d'infection. Et après, évaluer la nécessité de mise en place des sondages intermittents précoces si le risque d'infection urinaire est élevé. Et puis, sur le plan orthopédique, on va organiser la prise en charge kinésithérapeutique dès la naissance au niveau des membres inférieurs. Alors, et le troisième axe de la prise en charge néonatale, c'est la préparation à la sortie, le plus important à mon goût. On travaille avec les parents, on réexplique la maladie, on se rassure qu'ils ont bien compris la gravité, incurabilité de la maladie et l'évolutivité de la maladie. On évalue leur implication dans le soin. Et on explique aussi la nécessité de suivi complexe à long terme, qui est une charge sur la famille très importante et qui est pour toute la vie. Alors, on sait qu'on ne peut pas guérir de cette pathologie, hein, mais le but de prise en charge précoce, c'est éviter les complications, pallier l'handicap et ralentir l'évolution naturelle de cette pathologie.
Ah, pardon, comment on fait en arrière? Alors, la prise en charge, après la sortie, c'est protocolisé en équerre. Tous les nouveau-nés qui sortent d'hospitalisation, ils ont déjà tous les rendez-vous de suivi avec les neurochirurgiens, orthopédistes, urologues, avec néonatologistes, avec le médecine physique et réhabilitation. Et puis, la prise en charge sociale est organisée dès la naissance avec mise en place de protocoles de soins pour les affections longue durée. Et après, on initie aussi un dossier d'MDPH qui prend beaucoup de temps de s'instaurer. Alors, la présence, j'ai marqué néonatologiste, c'est pas quelque chose de banal dans le monde. La présence de néonatologistes dans la prise en charge pluridisciplinaire, c'est un phénomène neckérien, je vais dire, qu'on pense qui est une nécessité, en fait. Au Canada, ils disent c'est développementaliste. Nous, c'est néonatologiste, là. Cette suivi précoce est une nécessité. D'abord, pour éviter l'errance des patients, ça veut dire on met tout de suite sur les bons rails cette suivi de ces enfants-là. Et deuxièmement, suivi précoce pour éviter les complications qui sont parfois irréversibles. Et après, deuxièmement, nous, on profite de périodes favorables de développement cérébral pour mettre en place les stimulations adaptées à l'âge d'enfant. On sait que différenciation, maturation cellulaire, ça se fait tout au long de la vie. Et cette maturation différenciation est exponentielle dès la période néonatale jusqu'à les premières, on dit 1000 jours de vie, premières 3 années de vie. Et il a les processus de apoptose, de neurogénèse, hein, l'apoptose synaptogénèse, ils sont beaucoup plus actifs autour de naissance. Et on sait que l'apoptose neuronale, ils sont majorés quand il n'y a pas de simulation. Ça veut dire que la nature est très bien faite, les neurones qui ne sont pas utilisés, ils sont exclus. Avec nos simulations qu'on met en place dès la naissance, on essaie de stimuler à avoir des alternatives de neurogénèse, de synaptogénèse, et améliorer la qualité de vie de ces enfants-là. Ça fait 10 ans que Néonat est à Necker, et je pense qu'il y a beaucoup de neurochirurgiens qui disent qu'avec prise en charge précoce des enfants avec dysgraphisme, on a pas mal changé le pronostic de ces enfants, ça veut dire la scolarisation, socialisation, intégration dans la vie future. Voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Chouchani. Je crois que tu nous as convaincus de la nécessité d'un chef d'orchestre très précoce dans la prise en charge de ces enfants. Luciana Scatine est médecin physique réadaptation pédiatrique à Antony, Fondation Hélène Poidatz, mais également en adulte, à Garches. Ouais. Et elle va nous parler de sa prise en charge chez ces enfants dès le plus jeune âge. Bonjour à tout le monde, merci Célia de m'avoir invité à cette table ronde. Je vais essayer de faire un peu un résumé de tout ce qu'on fait pour ces enfants, surtout dans les formes les plus graves. En fait, qu'il y a plusieurs problématiques dans les formes les plus graves. Là, c'est les plus importantes, mais il y en a plein d'autres. Donc, on a des problèmes orthopédiques, on a des problèmes cognitifs et d'apprentissage, on a des troubles de l'oralité de l'alimentation, on a des troubles sphinctériens, on a cette présence d'hydrocéphalie et des valves de dérivation qui peut se boucher et donc donner des problématiques. Mais on a aussi des problèmes endocrinologiques et surtout osseux, on a des problèmes cutanés, on a des problèmes de sensibilité et dans tout ça, le médecin de rééducation et les rééducateurs qui sont autour doivent prendre en compte toutes ces problématiques et toutes ces problématiques dans le cours de la vie de l'enfant et de l'adulte aussi. Alors, pour ce qui concerne les problèmes orthopédiques, c'est surtout les membres inférieurs qui sont touchés. Dans les formes les plus graves, c'est les pieds. On peut avoir des pieds varus-séquins, des pieds talus, voilà. Mais on peut avoir aussi des problématiques des genoux avec des flexums, des extensions. On peut avoir des problèmes des hanches avec surtout des luxations des hanches, parfois bilatérales, parfois unilatérales. On a aussi des grosses problématiques, évidemment, du rachis. Et donc la formation des scolioses, des kyphoses très importantes et très angulaires, mais aussi des hyperlordoses.
Les traitements dans les problèmes orthopédiques, ça peut être la chirurgie, donc c'est pour ça qu'il y a l'orthopédiste, mais c'est surtout en phase précoce l'appareillage. Pour ce qui concerne l'appareillage, bon, il y a toute la panoplie de l'appareillage à partir des formes les plus basses, les formes L5, S1, où on a surtout des orthèses sauropédieuses pour pouvoir faire marcher l'enfant, parce que les formes plus basses, les enfants ont des potentiels de marche, et donc ils peuvent marcher, mais on peut arriver à les faire déambuler ou avoir une verticalisation, même ceux qui sont les formes un peu plus sévères et plus hautes, donc L3, L4, voilà, on peut les faire marcher avec un grand appareil thoracopelvibipédieux, des marches, des verticalisations, avec des keywalkers, avec des aides techniques. Les enfants qui ne peuvent pas marcher, qui donc ont une paraplégie flasque, qui est presque toujours une paraplégie flasque, on peut les mettre sur des sièges moulés pour permettre une position assise correcte. On les met en position aussi pour la nuit, faire un thoracopelvibipédieux des nuits pour protéger les hanches. Et après, il faut absolument traiter le corset parce qu'une scoliose qui apparaisse, une syphose, et qui apparaissent à tout petit, à 1 an, 2 ans, 3 ans de vie, ben, il a toute la croissance devant lui, il a 10 ans, 15 ans de croissance devant lui, cet enfant, et donc il faut absolument appareiller ce rachis avec un corset gâchois. Et parfois, quand c'est juste une hyperlordose lombaire, on peut utiliser des corsets monovalves délordosantes. Attention à tout cet appareillage, c'est des enfants qu'au niveau, en bas ils ont un niveau lésionnel et du coup un niveau de sensibilité. Donc ils n'ont pas la sensibilité, ils ont des troubles de la sensibilité. Du coup c'est très important. Une chose, apprendre aux parents que trouble de la sensibilité et pas avoir de la sensibilité, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se blesser. Donc c'est juste que l'enfant ne sent pas quand il se blesse. Donc on se retrouve souvent avec des escarres, si on ne surveille pas très bien les orthèses et tout ce qui est l'appareillage, on peut se trouver avec des brûlures. Il y a presque systématiquement tous les enfants petits qui sont brûlés aux pieds, donc des brûlures importantes parce qu'ils ne sentent pas, ils ne peuvent pas crier quand ils se brûlent. Et souvent, vu qu'il y a une fragilité osseuse, ils peuvent aussi faire des fractures inaperçues. On les voit juste parce qu'il y a un gonflement du membre inférieur, et il y a un hématome qui apparaît, mais c'est des enfants qui n'ont pas de la sensibilité et du coup ils ne peuvent pas dire bah, je me suis fait mal. Voilà. Et avec les troubles de la sensibilité, il y a aussi des dysautonomies, donc une espèce d'algodystrophie, et du coup même les escarres et tout ce qui est ces troubles cutanés sont beaucoup plus difficiles à soigner par rapport à un enfant qui a toute sa sensibilité. En rééducation, la kinésithérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, la psychomotricité, c'est toutes les spécialités paramédicaux qui interviennent dans la rééducation à différentes étapes de la vie, mais il faut le commencer très très précocement, surtout la kinésithérapie et l'orthophonie, la psychomotricité aussi. Comme j'ai dit, les troubles de la sensibilité donnent une image du corps qui n'est pas correcte, donnent aussi des sensations mauvaises. Du coup, il faut apprendre à cet enfant à voir son corps, à savoir qu'il y a des jambes, à savoir qu'il y a un dos. Voilà. Évidemment, la kinésithérapie aide aussi à tout ce qui est l'aggravation après de l'aggravation des articulations, de tous les problématiques au niveau orthopédique. L'ergothérapie intervient un peu plus tard. Alors, quand ils sont petits, c'est surtout pour le positionnement. Après, quand ils sont un peu plus grands, pour l'aide à l'école, pour tout ce qui est aide technique, pour l'école, pour la maison, la domotique. Peut-être que ma collègue qui s'occupe d'adultes peut en parler un peu plus. Voilà, moi je m'occupe surtout des enfants et du coup, l'ergothérapeute intervient vraiment dans tout ce qui est les récits préscolaires aussi et tout ce qui est les aides techniques à fournir à la famille et à l'enfant.
dans la rééducation, voilà, la verticalisation, elle est très importante. Même si un enfant ne tient pas debout, il faut le mettre verticalisé. Ça aide dans les troubles sphinctériens, dans les troubles digestifs. Ça aide les troubles osseux aussi. Et en plus, au niveau social, c'est important de pouvoir voir la vie debout et pas tout le temps assis. Voilà. Les enfants qui peuvent marcher ou qui ont un potentiel de déambulation, ça aussi, précocement, il faut les faire marcher. Il faut les appareiller précocement aussi pour éviter toute déformation et les conséquences des déformations. Et sur les enfants qui ne peuvent pas être debout, mais qui, au niveau cognitif, ils ont un bon niveau cognitif et ils peuvent se déplacer, il faut leur donner cette autonomie de déplacement avec des fauteuils roulants manuels et électriques. Au centre d'Antony, on les met en fauteuil roulant électrique, même à l'âge très, très jeune, même à 2 ans et demi, et s'ils ont des bonnes fonctions cognitives, ils se débrouillent très bien. S'ils ont des bonnes membres supérieurs, on les met aussi sous le fauteuil roulant manuel, très rapidement, parce que ça donne l'autonomie à un enfant de se diriger vers quelque chose, de faire comme un enfant normal qui commence à marcher et qui se dirige où il veut, et même pour tourner le dos quand il n'est pas content. Voilà. Et au niveau endocrinologique, et c'est très important la fragilité osseuse, cet enfant peut avoir une fragilité osseuse surtout des membres inférieurs, justement parce qu'ils utilisent très peu. Et donc la problématique d'une ostéoporose, qui n'est pas comme l'ostéoporose des adultes, mais c'est vraiment pour des membres inférieurs pas utilisés. Et du coup, très rapidement, c'est les traitements par biphosphonate. Et notamment avec l'équipe, nous on travaille avec l'équipe de toutes les équipes, mais à Antony on travaille surtout avec l'équipe de Bicêtre. Et du coup le but de la rééducation et du médecin de rééducation, c'est favoriser l'autonomie dans tous les domaines. Avec l'aide, effectivement, il y aura le docteur Alova qui vous explique bien l'autosondage à la place des hétérosondages, mais l'appareillage, la kinésithérapie, le fauteuil roulant, une autonomie au niveau social, c'est-à-dire porter ces enfants à être, et les adultes après, à être le plus autonome possible et avoir une vie la plus, entre guillemets, normale possible. Alors, au niveau social, en fait, dès que possible, il faut faire une intégration scolaire et sociale de ces enfants. Attention, il n'y a pas que le côté scolaire et cognitif. Il faut savoir que les problèmes sphinctériens, donc des pipi et caca, voilà, c'est quelque chose de très important au niveau social. Ils peuvent sentir mauvais, il faut le dire, ils peuvent sentir mauvais, et donc socialement, c'est pas, pour l'instant, c'est pas encore accepté de sentir mauvais, sentir de pipi et de caca. Et ça, c'est très important, tout le travail de Dr Crétol, Dr Alova, sur la partie sphinctérienne. Après, on a l'intégration sociale aussi, savoir les adresser vers les bons dispositifs selon les nécessités de ces enfants, les CAMS quand ils sont petits, les IEM, les CESAD, les SSR, ou alors au libéral, et effectivement pour essayer de donner la chance les plus importante à toutes les chances, de mettre toutes les chances de leur côté pour avoir une vie la plus normale et la plus heureuse possible. Et du coup, dans la coordination de ce suivi, vous avez compris, le médecin de rééducation, il est très important dans la coordination de tous ces suivis, parce qu'on dirait que c'est le médecin qui est vu dans les troubles chroniques et dans les conséquences chroniques, c'est le médecin qui est le plus vu, parce que le neurochirurgien, il est vu quand il y a les problématiques super aiguës, et surtout les premières années de vie, mais aussi pour les sondages, pour tout ce qui est au niveau digestif et tout ça. C'est en fait les spécialistes, on travaille tous ensemble, voilà, et pour l'aigu, et c'est le médecin de rééducation avec les rééducateurs et avec le médecin traitant qui coordonne vraiment tout le suivi tout au long de la vie. C'est le médecin qui sera vu tout au long de la vie, tout le temps et le plus souvent. Voilà.
Alors oui, je voulais faire une parenthèse, enfin c'est pas une parenthèse, sur les troubles intestinaux. Et simplement dire que, avant de passer la parole à Ilona et à Maëlys pour finir sur l'aspect urinaire, effectivement, on a tendance un peu à négliger cet aspect-là de la prise en charge des enfants. On voit bien que c'est une prise en charge archi pluridisciplinaire, avec un coordonnateur hospitalier qui commence à être le néonatologiste, le MPR. On pourra discuter après du coordonnateur en ville, qui malheureusement souvent fait un peu défaut. Ce lien ville-hôpital qui est très important, et je m'aperçois souvent, puisque moi j'arrive dans le parcours souvent un peu plus tard sur l'aspect digestif, qu'on a un peu négligé cet aspect-là. Et je voulais juste transmettre un petit message, mais qui reste vrai d'ailleurs dans l'ensemble des problématiques qu'on gère dans la filière sur le plan digestif, c'est de partir sur de bonnes bases et le côlon vide. Et c'est rarement le cas quand on s'occupe de ces enfants, quand on arrive à les prendre en charge, souvent vers 3 ans, comme dit Luciana, c'est au moment où commencent à venir les problèmes sociaux qu'on réalise qu'il y a aussi le problème digestif. Le problème urinaire est géré avant, souvent. Et je pars toujours du principe qu'il faut vider un bon coup l'intestin. Et c'est pas toujours facile. Isabelle Chakian, notre stomathérapeute, mais il y a plein de stomathérapeutes en France, joue ce rôle-là qui est pas facile, c'est de prendre en charge cet aspect digestif et de faire un grand lavement évacuateur ou simplement un petit normacol entre guillemets. Mais l'important, c'est aussi d'avoir ce rituel quotidien qu'on oublie parfois dans l'enchaînement de tout ce qui se passe dans la vie de ces enfants-là, que ce soit sur le plan neurochirurgical, sur le plan urinaire, sur le plan orthopédique, sur le plan appareillage, sur le plan social, mais ne pas perdre de vue cet aspect fondamental de l'insertion sociale de ces enfants, qui est la propreté digestive. Avec Péristine, on n'a pas de conflit d'intérêt, puisque c'est le seul en France, cette irrigation transanale qui a quand même changé la vie des patients et je dirais la vie des soignants, contre des anciens lavements avant au boc qu'on suspendait dans les toilettes. Et puis quand on est en échec, c'est une petite frange de ces enfants, différentes interventions, je voulais juste les mentionner ici, puisque certaines équipes font plutôt des mallones du nom du monsieur qui l'a décrit dans les années 90, d'autres utilisent des boutons type gastrostomie, d'autres des boutons dits de Shey. Tout ça pour dire aussi qu'il y a d'autres options que le fameux Péristine quand on est en échec, ce qui est parfois le cas. Cyril parlait des régressions caudales qui sont à la marge des dysraphismes, où on est souvent en échec du Péristine, et ces lavements qui peuvent donc être faits par voie antérograde. C'était le petit volet digestif. Avant de passer la main au gros volet et terminer sur l'aspect urinaire, Ilona Alova est aussi mi-temps à Necker et à la Fondation Hélène Poidatz, va nous parler de la prise en charge plutôt chez le petit enfant urinaire, et Maëlys terminera avec l'aspect des adultes, de son expérience de Tenon. Bonjour, merci beaucoup à Célia d'organiser cette table ronde, mais si on veut parler des prises en charge urologiques, comme les prises en charge orthopédiques, etc., des spina bifida, je pense qu'il faut organiser plus les journées spina que table ronde spina. Donc c'est pour ça que je vais m'arrêter vraiment sur les petits points, donc je vais faire vraiment les résumés comme Luciana sur les prises en charge. Comment ça marche? Je suis le mois doué. Et juste ici, ok, merci beaucoup. Donc, l'objectif des prises en charge urologiques, je pense que Cyril ne va pas dire le contraire, les prises en charge urologiques, c'est pratiquement aussi important que la prise en charge neurochirurgicale et neurologique, parce que la cause de mortalité des patients spina après que les neurochirurgiens ont appris bien gérer tout ce que l'hydrocéphalie, chiari, etc., c'était les complications urologiques. Donc maintenant, heureusement, ce n'est plus le cas parce qu'on commence prise en charge urologique de façon vraiment très précoce, dès la naissance, dans les services de néonatologie. Et le but, l'objectif de cette prise en charge, c'est bien sûr d'abord préserver les fonctions rénales, dégradation de l'EVC et des reins. Puis, on aime bien aussi donner à nos enfants la qualité de vie correcte. Donc, on va parler d'incontinence urinaire à l'âge propice. Et puis, tout ça, ça ne doit jamais mettre en cause les potentiels génitosexuels.
Et bien sûr, quand on va parler des prises en charge et quand l'enfant va avancer à l'âge, on va prendre en compte aussi ses capacités cognitives. On ne va pas proposer, quand on va parler de continence, les mêmes prises en charge, les mêmes solutions à l'enfant qui est marchand, à l'enfant qui est en fauteuil et à l'enfant qui sera indépendant toute sa vie. Donc, ce sera chaque fois différent. Donc, en France, il y a deux attitudes. Donc, on a deux prises en charge, deux lignes de prise en charge. Donc, on a attitude proactive qui existe à notre hôpital, à l'hôpital Necker, et on a l'attitude plutôt attentionniste qu'on regarde un tout petit peu, on surveille, on regarde, et quand l'appareil urinaire commence à se dilater, quand les reins commencent à se dilater, on commence à faire les choses de façon plus agressive. Nous pensons que c'est toujours plus facile de prévenir les dégradations des reins que plutôt rattraper les dégâts. Donc, on commence les sondages, les tests des sondages de façon très précoce dans le service néonatologique. Donc, c'est facile, après les biberons, c'est facile d'observer l'enfant uriner, et après l'émection, on fait les sondages. Donc, si on voit que le résidu post-mictionnel est assez important, on va prendre les familles, faire le sondage, et l'enfant va sortir sous état de sondage. Il ne faut jamais oublier que 20 ml dans les sondages des petits bébés nouveau-nés, c'est le résidu post-mictionnel important, parce que la capacité de la vessie de nouveau-né, c'est 30 ml. Donc, il ne faut pas dire que le résidu n'est pas important parce que le 20, 30, 40 ml au sondage, ça veut dire que vraiment la vessie ne s'évite pas correctement. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, on va faire aussi échographie à la naissance. Et si les reins sont dilatés, on va prendre les rendez-vous plus rapidement, premiers 3 mois de vie. Sinon, on va essayer de prendre les rendez-vous avec urologue et avec premier bilan aérodynamique pendant les premiers 6 mois de vie. Donc là, on va faire les grands tri après, selon le résultat des bilans vidéo-aérodynamiques. Si on voit que la vessie est hyperactive, si le détruseur est hyperactif, on va mettre en route les traitements de cette hyperactivité. Et le suivi sera plus régulier. Sinon, enfin, dans tous les cas, quand ils sont petits, l'enfant grandit, la vessie grandit aussi. Donc au début, on fait le suivi tous les 6 mois, et quand l'enfant grandit, à partir du moment que la prise en charge elle est correcte et la vessie, on voit qu'elle est moins dangereuse, on peut passer à suivi annuel, mais quand même jusqu'à l'âge adulte, on va faire le suivi annuel. Et puis, donc, selon le résultat de bilan aérodynamique, on met assez rapidement les traitements anticholinergiques en route. Malheureusement, à l'âge néonatal, dans les premières 2 années de vie, les seuls traitements accessibles en France, c'est les traitements par oxybutynin. Donc, il y a beaucoup de débats sur oxybutynin, mais on toujours mesure le bénéfice-risque, et c'est toujours mieux donner oxybutynin pour n'y pas donner et pour voir les reins se dégrader. Donc, à partir de l'âge de 2 ans, j'ai appris très récemment, je pense comme Alice la semaine dernière, que maintenant on a possibilité de donner Vésicare, qui est apparu un mot sirop, mais à partir de l'âge de 2 ans, mais il n'est pas remboursé pour le moment en France. Donc, à voir un tout petit peu, on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Jusqu'à là, on donnait Vésicare, on peut remplacer oxybutynin par Vésicare à partir de l'âge de 11 ans, même si officiellement, AMM, c'est à partir de l'âge de 18 ans. Donc, on s'explique toujours avec les pharmacies, parfois, que nous appellent pour dire qu'on fait n'importe quoi. Puis, particularité des sondages en pédiatrie. Donc, d'abord, bien sûr, ce sont hétérosondages, apprentissage de la famille, qui est pas toujours facile, même si la famille a attendu le diagnostic et tous les pronostics à l'âge anténatal, on revient toujours sur le même sujet. On espère toujours, les parents espèrent toujours que leur enfant va uriner normalement. Et quand on parle des sondages, la première question que posent les parents, c'est pour combien de temps? Donc, je n'aime pas dire pour la vie, je laisse toujours la porte un petit peu ouverte en disant qu'on ne sait pas qu'est-ce que va proposer la médecine d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait rien. Pour l'instant, on n'a pas d'autres solutions, et les meilleures possibilités de préserver les reins, c'est le sondage. Après, passage à l'âge propice vers autosondage, mais qu'est-ce que c'est l'âge propice? Mais il n'y en a pas. Il y a certains enfants, j'ai vu le plus jeune qui était capable de se sonder à l'âge de 5 ans, garçon comme fille, et les autres avec pourtant bonne capacité cognitive, avec les bonnes conditions, qui ne sont pas prêts à se sonder vers l'âge de 14 ans, 15 ans, etc. Ça dépend aussi beaucoup des familles. Il y a certaines familles qui littéralement couvrent leurs petits bébés jusqu'à l'âge, je dis jusqu'à 18 ans, mais quand même jusqu'à l'adolescence. Et ce n'est pas vraiment les capacités cognitives toujours qui rentrent en compte, c'est aussi la maturité de l'enfant.
Et parfois, donc, on les adresse vers stomathérapeute, justement pour apprentissage de sondage. Et quand ce n'est pas possible à l'hôpital de jour, on peut proposer parfois le petit séjour de 2-3 semaines dans le centre de rééducation, où les enfants seront toujours avec les infirmières. Elles vont apprendre ça beaucoup plus rapidement, passant par les miroirs, etc. Et puis, particularité de l'âge pédiatrique. On passe toujours par l'âge qui est très, très compliqué pour tout le monde, je pense, sans parler des problèmes de santé. Donc l'âge d'adolescence, ce n'est pas l'âge facile pour tout le monde, pour la famille, pour l'enfant. Et en médecine, c'est encore plus difficile parce qu'on a envie de tout laisser tomber, on a envie de laisser promener les parents, on a envie de tout laisser tomber, sondage, médicaments et tout. Et donc là, parfois, on voit vraiment les catastrophes. Et puis le sondage, bien sûr, c'est soit par les voies naturelles, et quand on voit que par les voies naturelles, pour une raison ou pour une autre, c'est pas possible, ou parce que ça provoque les infections urinaires, les orchidépidémites, on peut proposer un autre moyen de sondage comme l'estomie continente. Donc quand on parle des dégradations de haute appareil urinaire, quand les anticholinergiques n'y suffisent pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut faire l'injection de toxines botulinques en sachant que si c'est très facile à l'âge adulte, c'est compliqué à l'âge pédiatrique parce que chaque fois c'est l'anesthésie générale. Donc c'est le grand débat aussi. L'effet des toxines dure entre 6 et 9 mois. S'il faut faire anesthésie générale à petit enfant tous les 6 mois, ben, on ne sait pas l'impact sur le cerveau non plus. Donc pareil, c'est la particularité des Necker. On a fait les chirurgies que pas toujours partout reconnues, mais je vous assure, on est en train de reprendre tous nos urotomies, donc on va publier prochainement. Il y a déjà quelques publications étrangères qui sont apparues. Donc on fait les tests par les toxines botulinques. À partir du moment que la toxine est efficace, on peut faire les chirurgies qui s'appellent détrosurotomie, donc on coupe le détruseur, du col vésical jusqu'au col vésical, qui empêche les détruseurs de se contracter. Et puis, quand rien n'est plus possible, dans ces cas-là, comme les derniers recours, on fait iléocystoplastie. Et puis, quand je vous dis, on prend toujours en compte les capacités intellectuelles de l'enfant, donc leur dépendance. Donc, on a pareil, en Necker, on a commencé depuis 2 à 3 ans à faire les nouveaux types de chirurgie qui s'appellent cheminée iléale, donc c'est moins invasif. Donc, on n'enlève pas la partie de la vessie, on greffe, on fait comme les chapeaux de la vessie avec les petites parties des lions, et on fait l'estomie incontinente, donc il faut appareiller après avec les poches, mais quelques patients à qui cette chirurgie a été proposée, ça change la vie des familles, parce qu'à un moment, quand l'enfant grandit, il faut faire toujours les transferts pour le sondage, même pour les Mitrofanov, ce sera toujours l'enfant qui est dépendant des soignants, donc, ou l'adulte qui sera dépendant des soignants, donc là, ce sera partie incontinente. Et Brecker, qui est une chirurgie qui est très connue à l'âge adulte, dans le monde adulte et parfois à l'âge pédiatrique, c'est plus difficile, je pense, parce que ça demande aussi cystectomie. Et puis, pareil, à partir de l'âge de 6-7 ans, on va parler aussi des continences. Donc, pourquoi je recommence par les sondages et par anticholinergiques? Parce que quand on parle de la continence, on prévient toujours les familles que parfois c'est le parcours de combattant, c'est toujours le long chemin. On commence toujours par quelque chose qui est le plus doux, le plus simple, vers quelque chose qui est plus compliqué. Donc, sans traitement même ces patients qui jusque-là vidangeaient bien la vessie, quand on commence à parler des continences pour les causes des résistances périphériques faibles, on va quand même apprendre à faire les sondages parce que assez souvent, ça va quand même passer par la nécessité des sondages. Et puis, pareil, on commence par injection de toxines, on fait par injection de Deflux, donc les produits comblants. On ne fait pas plus que 2 à 3 injections, malgré que disent certains chirurgiens adultes, parce que si ça ne marche pas, on passe à quelque chose d'autre. Donc, assez souvent, c'est la chirurgie sur le col vésical. Et si ça ne fonctionne pas, c'est agrandissement de la vessie. Je n'ai pas mis les fermetures du col, parce que c'est vraiment les chirurgies qu'on utilise très, 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 très rarement en pédiatrie. Parce que c'est très dangereux. Les patients, déjà, quand les pas prêts se sondent régulièrement. À l'école, quand c'est toujours très difficile de trouver une infirmière qui va se déplacer à l'école pour sonder l'enfant. À passage de l'âge de l'adolescence que je viens de parler tout à l'heure, on trouve que c'est très dangereux de fermer l'école parce que c'est les menaces directes pour les reins. Donc, c'est vraiment exceptionnel.
Et puis, agrandissement de la vessie aussi, ce que je dis tout à l'heure. Transit intestinal, merci Célia, tu as déjà parlé tout à l'heure. Ça nous fait très plaisir toujours travailler avec les stomathérapeutes, qui nous aident énormément. Ils utilisent beaucoup des outils dans l'apprentissage d'état-sondage, des sondages, autosondages, comme les DVD, comme les livrets éducatifs, présentation de plusieurs types de sondes. Pareil pour le choix des sondes urinaires. On ne va pas forcément choisir les mêmes sondes pour l'enfant qui est marchand, pour l'enfant qui est en fauteuil. Et voilà, on va prendre aussi en compte aussi leur mode de vie et leurs habitudes. Et bien sûr, calendrier nutritionnel. Et puis le dernier volet, c'est le passage vers l'âge adulte. On a la chance de travailler avec l'hôpital Tenon depuis plus que 5 ans maintenant. On trouve cette continuité dans notre logique des soins. Et ça fait toujours plaisir de dire à nos patients qu'ils seront suivis pratiquement comme ils seront... On dit assez souvent, ils sont chouchoutés à l'âge pédiatrique et après, ils passent à un monde sauvage, un monde d'adultes. Mais justement, on ne sent pas ce monde aussi hostile quand on fait les transmissions, des transitions en douceur, on va dire, avec l'équipe avec qui on s'entend extrêmement bien. Donc, on essaie de faire comprendre notre grand enfant, sa pathologie, de gérer bien ses soins, ses rendez-vous. Donc, au début, on fait la première consultation avec 2 équipes, l'équipe pédiatrique et l'équipe d'adultes. Une fois sur 2, on les fait à Necker, une fois sur 2, on les fait à Tenon, et ça se passe très bien d'habitude. On peut quand même perdre de vue quelques patients, mais ensemble, on arrive à les repêcher assez souvent. Et puis, ça fait très plaisir aussi de voir les retours de l'hôpital de l'adulte pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'il devient quand il grandit. Voilà, je pense que c'est... Merci, Johanna. Maëlys Teng, qui donc prend le relais. Alors c'est un exemple de ce qui se fait. En France, il y a d'autres équipes qui font aussi ce type de transition et de transfert donc, vers l'adulte. Merci beaucoup Célia et la filière de m'avoir invitée sur cette table ronde. Donc moi je suis médecin adulte, donc la seule représentante d'adulte sur cette table ronde et qui a été très bien imaginée. Voilà, on part de avant la naissance et puis la suite jusqu'à l'âge adulte. Moi je vais vous parler plus spécifiquement donc de la prise en charge pelvipérinéale chez l'adulte, sans pour autant revenir sur tout ce qui a été dit par Ilona juste avant, puisqu'en fait, sur la prise en charge des troubles vésico-sphinctériens, je rappelle quand même ce qu'on a dit, c'est que ça représente 90% des patients qui ont un myéloméningocèle qui ont des troubles vésico-sphinctériens et 40 à 60% des autres dysraphismes. Donc c'est vraiment une proportion de patients importants qui ont des troubles vésico-sphinctériens à prendre en charge, avec, on l'a dit, suivant le niveau de la lésion, différents patterns, une vessie neurologique type centrale avec une hyperactivité des trusoriennes et une rétention par dysynergie, donc une mauvaise coordination dans la vidange, ou plutôt une vessie type périphérique qui est plutôt une vessie qui a du mal à se vider parce qu'elle ne se contracte pas assez pour se vider. Mais comme on l'a dit, en fait, je vais aller très rapidement parce que à l'âge adulte, on a les mêmes objectifs de prise en charge de ces troubles vésico-sphinctériens chez l'enfant. On veut bien sûr traiter, s'il y a une vessie hyperactive, les hautes pressions endoses vésicales, parce que je rappelle quand même que les 17% des patients ayant un dysraphisme peuvent décéder de ces troubles vésico-sphinctériens, avec un tiers sur des insuffisances rénales et un tiers sur des infections urinaires, et que chez le myéloméningocèle, il y en a quand même un tiers à peu près qui font des reflux, donc les urines qui remontent vers les reins et qui dégradent la fonction rénale, et un tiers également qui font des hydronéphroses, donc des dilatations de ces cavités piélo-calicielles, avec, si on ne les prend pas en charge, 75% qui font donc ces dilatations des cavités piélo-calicielles. Donc vraiment, le traitement de ces hautes pressions endovésicales, c'est vraiment très important chez ces patients. On veut bien sûr également traiter la vidange vésicale et puis aussi traiter la continence de ces patients. Alors en fait, moi ce que je vais juste vous dire sur cette diapo-là, c'est les spécificités par rapport à l'enfant, puisqu'en fait,
globalement, c'est la même prise en charge. Nous, en termes de traitement de l'hyperactivité, on a à disposition tous les anticholinergiques disponibles, en fait, ce qui n'était pas le cas chez l'enfant, Vesicare, Seris, Tovias, bien sûr, Ditropan. On peut également utiliser les bêta-3 adrénergiques. Alors, c'est une autre type de molécule qui permet plutôt la relaxation de la fibre musculaire lisse, comme le mirabegron et puis bientôt peut-être le vibegron. Par contre, ce sont des molécules qui ne sont pas remboursées pour l'instant par la sécurité sociale et elles agissent un petit peu moins sur les pressions endovésicales. On peut bien sûr faire des associations bi-anticholinergiques ou anticholinergiques et bêta-3 adrénergiques. Ensuite, on a on l'a dit, la toxine botulinique intradétrusorienne avec des modalités logistiques qui sont beaucoup plus simples chez l'adulte, puisque nous, en fait, on les fait sous anesthésie locale. Il n'y a pas besoin d'anesthésie générale. Globalement, c'est à peu près tous les 6 mois. On a 2 molécules qui sont disponibles actuellement, donc le Botox et le Dysport, avec une place intéressante sur du switch, par exemple, des patients qui échappent sous Botox, qu'on passe sous Dysport ou inversement. Et puis, il y a bien sûr les techniques chirurgicales, et je voudrais juste faire un petit point sur la chirurgie qui est maintenant beaucoup robot-assistée et qui permet de réduire la durée d'hospitalisation, la durée des complications, et donc qui est assez intéressante chez l'adulte. Sur l'aspect continence, je voulais juste faire un petit point sur donc le sphincter artificiel qui reste, en tout cas chez l'adulte, le gold standard pour l'incontinence urinaire à l'effort, avec une bonne efficacité. Il y a parfois des problèmes de difficulté de manier la pompe ou d'érosion de la manchette, enfin du dispositif du sphincter artificiel, mais se développent maintenant des sphincters artificiels électroniques qui permettent justement de manipuler et d'ouvrir et de fermer ce sphincter via une télécommande et non pas via une pompe qui est pour chez l'homme placée dans le testicule ou chez la femme dans la grande lèvre, et qui permet aussi de régler l'intensité de la fermeture du sphincter. Et donc, en fait, je voulais surtout vous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'a pas été complètement abordé chez l'enfant, mais ce qui est normal parce que c'est, voilà, on a un enfant qui commence à grandir, arrive la puberté, parfois se pose des questions. Je sais que parfois c'est abordé vers la fin, avant qu'il passe à la consultation de transition, et en tout cas, on l'ébauche très très rapidement lors de la consultation de transition avec Ilona. En fait, c'est la sexualité. En fait, ces jeunes adultes qui arrivent du coup à ma consultation, eh bien, se posent plein de questions, ou pas, ça dépend, sur la sexualité, qui en fait, la sexualité, faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas acquis, c'est quelque chose qui est inné, qui va s'apprendre et qui se construit tout au long de la vie. En fait, la sexualité chez le patient neurologique, il faut le voir sous forme d'un sorte de triptyque, puisque en fait, on peut avoir des troubles sexuels dus à 3 degrés, on va dire, de dysfonction. La première, c'est ce qu'on appelle la dysfonction sexuelle primaire, c'est en fait la pathologie neurologique en tant que telle, donc l'atteinte au niveau de la moelle, qui va donner, selon le niveau de la lésion, des troubles de l'érection, de l'éjaculation, de l'orgasme, parce que en fait, la commande neurologique n'est pas fonctionnelle. À cela s'ajoute la dysfonction sexuelle qu'on dit secondaire. Donc on l'a vu chez nos patients atteints de dysgraphisme, en fait, ils n'ont pas que des troubles pelvipérinéaux, ils ont aussi des troubles cognitifs parfois, des troubles moteurs, des troubles sensitifs, et donc l'atteinte motrice, l'atteinte sensitive, la spasticité, la douleur peuvent engendrer donc un retentissement, et également les troubles périnéaux, parce que si par exemple ils ont des fuites, globalement ils ne sont pas très à l'aise pour avoir une sexualité. Donc tout ça, en fait, tous ces autres troubles sur le reste des modalités peuvent engendrer une dysfonction sexuelle, et qu'on dit du coup sexuelle secondaire. Et enfin, en fait, on a ce qu'on appelle la dysfonction sexuelle tertiaire, qui est en fait finalement le retentissement psychologique sur la sexualité. Donc le fait qu'ils voient qu'il y a bien une différence avec les autres personnes, ils ont une peur des autres, une mauvaise estime de soi, un repli sur soi,
en fait, parfois, ils ne savent pas forcément que ce qu'ils ont n'est pas normal, puisqu'en fait, ils n'ont jamais expérimenté une sexualité normale, avec parfois une peur de procréer, de se dire, est-ce que si j'ai un enfant, est-ce qu'il va être aussi handicapé comme moi? Et donc tout ça, ça peut impacter sur la fonction sexuelle. Et donc vraiment, chez le neurologique en général, c'est vraiment prendre en compte les 3 aspects de la sexualité. Alors pourquoi faire une éducation thérapeutique à la santé sexuelle? Et ben en fait, parce que globalement, on se rend compte que les patients, ils trouvent qu'ils ont un manque d'informations et ils recherchent réellement des informations, puisque 2/3 des patients n'en parlent pas à la consultation et 2/3 des médecins n'osent pas l'aborder. Alors, nous, c'est assez facile, puisqu'ils viennent pour des troubles pelvipérinéaux, donc on met un peu les pieds dans le plat, et on leur explique que de toute façon, voilà, dans l'atteinte qu'ils ont, neurologique, on a une atteinte des 3 sphères, vésico-sphinctérienne, anorectale et génitosexuelle, donc ça passe assez facilement dans la consultation. Mais c'est sûr que c'est un sujet qui est tabou et qui, parfois, n'est pas forcément la priorité des patients, et du coup, cela n'est pas abordé. Il faut savoir quand même que 50% des patients SPINA sont sexuellement actifs, donc en fait, c'est pas parce qu'on est handicapé, qu'on a une pathologie, qu'on n'a pas cette demande également. Chez la particularité dans les dystrophismes, contrairement à d'autres pathologies, par exemple, je pense aux blessés médulaires qui peuvent être qui sont des pathologies acquises, post-traumatiques, blessés médulaires post-traumatiques. En fait, chez le patient atteint de dystrophisme, en fait, il a cette pathologie depuis la naissance. Et finalement, c'est un peu la sexualité qu'il va expérimenter à la puberté, jeune adulte, c'est une néosexualité. Il ne sait pas ce que c'est une sexualité normale, il n'a jamais eu d'avant-après. Et c'est toute cette idéologie qu'il faut leur faire comprendre. Moi, j'ai déjà eu à une consultation une patiente qui avait 36 ans, qui avait 2 enfants, et en fait, on discute et elle se rend compte que elle sentait pas très bien ses ressentis, etc. Et elle n'avait pas compris que c'était dû à son dystrophisme. Elle m'a dit, en fait, le fait que vous me l'ayez expliqué, ça a changé ma vie et voilà, j'ai vu les choses autrement. Alors que pourtant, voilà, 36 ans, mariée, etc. Et donc, il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées au moment de la transition ado-adulte qui disent que finalement, en fait, ces patients atteints de dystrophisme, il y a peu d'éducation sexuelle spécifique qui ont été dispensées par le corps médical. Alors, justement, ça va être un peu notre rôle au cours de la transition, et puis voilà, d'essayer de faire en sorte que ça soit de plus en plus abordé, surtout que c'est une demande réelle des jeunes adultes. Et finalement, cette éducation sexuelle que nos jeunes ados reçoivent et qui, quand ils arrivent chez moi à la transition, c'est fait principalement par l'école, parfois par les parents, mais pas forcément par le corps médical. Et je pense que voilà, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour cela. Alors du coup, nous, on a mis en place un ETP sexo grâce donc à un appel à projet de la filière. Donc je les remercie encore une fois. On a, donc je vous l'ai mis une petite adresse email. Le but, en fait, donc c'est un atelier d'éducation sexuelle pour les patients atteints de dystrophisme. En fait, il y a plusieurs ateliers disponibles. Ce sont que des ateliers individuels pour l'instant. On les a mis en place depuis presque 1 an maintenant. Peut-être qu'à terme, en fonction de la demande, on fera des ateliers de groupe s'il y a une demande de la part de jeunes adultes. Et en fait, globalement, globalement, en fait, on a les 2 premiers ateliers, donc qui est l'atelier anatomie, physiologie et risque et prévention. Moi, je le fais un petit peu de manière systématique lors de l'HDJ de transition que je fais après donc la consultation de transition, parce que du coup, on prend un peu le temps. Alors après, on est tout à fait ouvert à ce que le jeune adulte veut et ne veut pas discuter, mais je pense que c'est important de planter la petite graine, de savoir voilà comment ça fonctionne, quels sont les risques et qu'est-ce qu'il y a à prévenir, que nous on est disponible si besoin, que s'il y a d'autres questions, on est disponible également. Et voilà,
On voit un petit peu comment il réagit. Alors il y en a, c'est vraiment oh non, 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 je ne veux pas en parler, je ferme les yeux. Et puis d'autres, ah bah tiens, en fait, si, ça m'intéresse bien, etc. Et voilà. Bon, en tout cas, ça se fait toujours de manière très bienveillante et vraiment adaptée à chaque jeune adulte. Donc le premier atelier, c'est surtout un atelier pour essayer de comprendre un peu son anatomie, parce que bah, des fois, ils se sont jamais regardés, en fait. De comprendre un peu comment fonctionne la sexualité, les différentes phases, le désir, l'excitation, l'orgasme, et puis expliquer un petit peu comment ça fonctionne d'un point de vue physiopathologique et pourquoi, dans leur pathologie, parfois il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pardon. Hop. Notre deuxième atelier qui a été mis en place, c'est plutôt un atelier risque et prévention, avec, je dirais, deux axes qui sont importants. Le premier, c'est la notion de consentement. Je pense que c'est très important, même si voilà, ils n'ont pas forcément envie d'aborder le reste, de parler de cette notion de consentement pour les patients, pour que voilà, ils vont arriver dans le monde adulte. Ils ont parfois des faiblesses dues à leur handicap et qu'un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Et ils sont responsables pour eux et pour les autres de ça. Donc nos infirmières, elles ont imaginé plein de petites choses. Donc on a des petites images pour faire justement réfléchir sur cette notion de consentement, des vidéos. En fait, on s'adapte un petit peu à chaque âge et à chaque type de patient, parce qu'il y en a qui ont des troubles cognitifs. Donc effectivement, on peut pas toujours faire la même chose pour tout le monde. Mais voilà, on a différentes options selon les différentes personnes. Elles ont également élaboré un jeu de loi avec des questions sur les IST. Et puis, on a un petit atelier où, en fait, on leur montre comment utiliser un préservatif. Donc, ça dépend. Il y a des patients qui sont très contents, ça les amuse. Puis d'autres, voilà, qui sont un peu plus gênés. Et à ce moment-là, eux, voilà, on leur dit, bah, voilà, si vous avez besoin, on est là pour ça. Pardon. Ah oui, j'avais juste une petite diapo, mais je crois qu'elle n'est pas passée. En gros, c'était pour vous dire que, en fait, cette ETP sexo va se développer. On va mettre en place des livrets justement plutôt pour risque et prévention, pour qu'ils aient une petite plaquette à la fin avec des adresses, des numéros utiles, pour que s'il se passe quelque chose, ils sachent qui appeler, le planning familial, s'ils veulent une contraception, ou s'il y a eu un rapport sexuel à risque, qui contacter, et pas forcément, s'ils n'osent pas en parler à leurs parents, voilà, de savoir où aller et qui contacter. Et puis mettre en place également deux autres ateliers qui sont les ateliers donc je veux un enfant, puisque parfois, en tout cas pour l'homme, on peut avoir des difficultés à la procréation, à récupérer les gamètes. Et puis un autre atelier qui est je suis enceinte. Donc une fois qu'on est enceinte, est-ce qu'il y a des mesures de prévention particulières, une surveillance particulière pendant la grossesse, et comment peut potentiellement se passer donc l'accouchement. Voilà, je vous remercie. Célia, il y a deux questions. Merci. Oui, très bien. Fait le standard. Cyril, c'est vrai que c'est là. Alors. C'est que pour Maëlys. Concernant la télécommande du sphincter artificiel en cas de perte de celle-ci, so what? Dominique Loiselet de l'association SBH. Donc si on perd la télécommande de son sphincter artificiel, comment on fait? Je pense qu'il faut quand même contacter son urologue rapidement. Et rapidement. Très rapidement. Alors après, c'est pas encore... Enfin, je parle sous le contrôle de Charles aussi, qui est neuro-urologue adulte. Alors c'est en voie de développement, mais pour l'instant, il n'est pas encore mis sur les patients de manière standardisée. Donc contacter son urologue. Il y a un truc à savoir aussi, c'est que comme dans tous les matériaux qu'on met dans le corps, il y a souvent deux télécommandes, il y a souvent deux moyens. Donc il y a l'hôpital qui est censé en avoir un, et le patient il est censé avoir deux boîtiers systématiquement. Donc en général, c'est souvent anticipé dans les matériaux qu'on implante. Merci pour cette intéressante présentation. Votre programme ETP Sexualité prend en charge uniquement les SPINA ou également d'autres pathologies. Je peux par exemple vous
envoyer des patients avec d'autres pathologies ayant des conséquences sur la sexualité pour interrogation. C'est Sylvia Morard, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui est neurochirurgienne à Bicêtre. Alors pour l'instant, notre TP sexo, il est principalement pour les SPINA, puisqu'on avait répondu à l'appel à projet de la filière neurosphinx. Dont vous avez été lauréate, oui. Voilà, donc on vous remercie beaucoup pour... C'était la DGOS. Pour ça. Donc en fait, on a commencé cette année, donc tous les ateliers ne sont pas encore complètement finalisés et faits, mais l'idée c'est qu'à terme, effectivement, on puisse l'élargir à tous les patients neurologiques, pas forcément que de la transition, mais aussi tous nos patients neurologiques dans le service. Voilà. Une première chose qu'on a dit dans le groupe de travail sur la DGOS, je fais une parenthèse sur la transition, c'est qu'on allait changer le mot, parce que ça commence à être très connoté, et parfois que transition peut faire prendre en compte les aspects de genre. Et je pense qu'on va faire évoluer cette sémantique dans le plan maladie rare numéro 4. Je ferme la parenthèse. Merci encore à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ala, Mado, j'oublie pas. C'est vraiment, on a appris énormément. Moi, je suis avec Marc-David Leclerc. Comme urologue pédiatre, on a appris énormément de vos présentations qui sont très claires et beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. C'est très bien. Merci. Et moi, ma question, ce n'était pas pour la présentation sur la sexualité. Et vous dites que c'est un tabou, mais pour nous, les pédiatres, on n'a pas vraiment ce tabou-là avec les enfants. Notre problème, c'est à quel âge? À quel âge on doit parler avec l'adolescent? Parce que c'est nous, on a tout ce qu'on craint, nous, c'est est-ce qu'on va être agressif avec l'enfant ou avec les familles de parler de sexualité? À quel âge? À 14 ans, à 15 ans, à 13 ans? Et comment? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous avez une plateforme de traitement de troubles de la sexualité après? Pas seulement le diagnostic. Alors pour la première question, c'est ce que je disais un peu. Donc moi, ils arrivent, ils sont déjà majeurs, mais je pense que voilà, c'est des questions. La sexualité, c'est quelque chose qu'il faut aborder plus tôt, parfois, mais en fait, ça dépend vraiment de chaque enfant, parce qu'il y en a qui sont prêts bien avant. Et puis il y en a qui arrivent, moi, jeunes adultes, et qui, pour le coup, sont encore très, très enfants dans leur tête et qui ne veulent pas en parler. Donc en fait, j'ai pas de réponse à vous donner en termes d'âge. Je pense qu'il faut en parler dès l'instant où l'enfant est prêt. Et en fait, plutôt, à partir de la puberté, lancer un petit peu des perches, de tâter un petit peu le terrain, de savoir s'il serait intéressé ou pas, et s'il est à ce moment-là, l'aborder franchement. Et si par contre on voit que voilà, il y a une réaction d'hostilité, peut-être planter la petite graine, ce que je disais, au moins parler de cette notion de consentement, de cette notion de prévention, de faire attention, et puis le cheminement va se faire progressivement. Moi, c'est plus simple parce qu'ils arrivent à 18 ans, donc j'avoue que je mets un peu les pieds dans le plat directement. Et la deuxième question, c'était oui, en fait, nous, on fait de la neurourologie, mais on prend aussi en charge les troubles génitosexuels de nos patients neurologiques. Donc, il y a des consultations neurosexologiques dédiées dans le service. Le TP Sexo permet de un peu formaliser les choses et de répondre à des questions spécifiques qui reviennent assez régulièrement dans ces aspects de la sexualité. Par exemple, je veux un enfant, je suis enceinte. Faire des injections intracaverneuses qui sont un des traitements de l'érection. Donc ça formalise un petit peu les choses, mais pour tout le reste, en fait, on a déjà des consultations neurosexo dans le service. Oui, merci. Merci beaucoup pour toutes. Donc, Mado Gilanton, présidente de l'association Apaisée. Merci vraiment pour cet exposé qui nous a fait faire le tour de bien des choses qu'on ne connaissait pas. Moi, je voulais juste parler de l'acide folique. L'ANSM a fait tout un topo, toutes des plaquettes, toutes des visios sur comment se comporter avec les médicaments avant et pendant qu'on est enceinte. Pas un mot sur l'acide folique.
C'est-à-dire c'est pour enlever des médicaments, chez les patients épileptiques par exemple, ou sur les patients qui ont des maladies chroniques avec des médicaments. Mais moi j'avais interpellé la NSM là-dessus en disant mais peut-être qu'il faudrait dire quels médicaments il faut prendre aussi. Je ne sais pas par quelle boule prendre. Je sais que la SBH a beaucoup œuvré là-dessus et eux-mêmes ne savent pas par quelle boule prendre. Alors je ne sais pas si c'est dans des recommandations gynéco, sur les médecins généralistes, mais c'est vrai que ça devient... et j'ai l'impression, pour avoir moi des enfants qui ont été en âge de procréer, mais je suis grand-mère et mes filles vont bientôt pouvoir être grand-mère aussi, donc c'est pour vous dire, elles ont eu de l'acide folique il y a 20 ans, et là maintenant on n'en propose plus aux jeunes filles, quoi. Donc c'est étonnant. Ça c'est une part. Et je voulais savoir si quand vous faites l'annonce du diagnostic aux parents avec des conséquences sur la vie, est-ce que vous parlez de l'enfance ou est-ce qu'on va jusqu'à l'âge adulte? Là on est 3. Et on est sûr que le choix serait vite porté parce qu'il y a les séquelles à l'âge adulte, d'une part, et les conséquences. Alors moi, parce que je reçois parfois des patients, même si je les dirige vers une association plutôt de SPINA, qui me disent « mais on ne m'avait pas dit qu'il fallait que j'arrête de travailler, on ne m'avait pas dit qu'il fallait qu'on allait déménager, parce que tout ça c'est bien beau, mais c'est près des centres, il faut être près des centres. Il y a tous les patients SPINA qui ne sont pas près des centres et qui ne peuvent pas en profiter. Et donc, est-ce que vous donnez toutes les données tout au long de la vie? On voit des enfants en SPINA qui ont voulu s'éloigner de leurs parents au moment pas de l'adolescence, mais de l'âge adulte parce qu'ils avaient un métier et tout ça, et en fait ils reviennent près de leurs parents parce qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller tout seuls, d'autant qu'il y a aussi l'idée que l'État peut faire beaucoup. Non, l'État ne peut pas faire grand-chose. Les aides, ça va qu'un moment, hein, c'est très compliqué ensuite dans l'aide. Donc ça, je crois que c'est dans l'annonce du diagnostic, se dire que c'est... là aussi, dans la sexualité, on a parlé du jeune, mais quid du 40 ans, du 50 ans, du 60 ans? Voilà, c'est tout ça, en fait, la donnée en l'annonce du diagnostic. Est-ce que vous le... Alors, dans l'annonce du diagnostic, déjà, on le fait en plusieurs étapes, parce que on leur annonce quelque chose d'extrêmement grave. Souvent, ils ont été vus par un autre centre qui leur a dit... on va parler que du myéloméningocèle. Qui leur a dit, voilà, vous avez un enfant qui a un spina bifida, c'est super grave, il faut interrompre. Quelquefois, on a des patients qui arrivent comme ça, beaucoup. Et après, on reprend l'histoire, on rediscute avec eux en leur disant, voilà, il y a telle et telle séquelle, il y a ça, ce qui va se passer pour votre enfant, qui va devenir un adolescent, qui va devenir un adulte, ça aura des répercussions sur l'enfant, sur la fratrie, sur les parents, sur le couple des parents, sur l'organisation familiale. Donc oui, on en parle, mais le truc, c'est qu'on ne peut pas en parler à la première consultation, parce qu'on leur donne tellement d'informations, et ils doivent intégrer une quantité tellement importante de choses, et à la première consultation, globalement, pour simplifier énormément les choses, c'est est-ce que vous faites ou non l'interruption de grossesse ? En leur disant, voilà ce qui va se passer. Et ils entendent une quantité faramineuse d'informations qu'on n'est pas prêt à intégrer. Donc c'est extrêmement lourd comme consultation, c'est extrêmement difficile, mais bien évidemment, on en parle du court, moyen et du long terme, des répercussions sur l'enfant, sur la famille, bien évidemment, mais on y retourne à plusieurs reprises, parce que en général, les consultations anténatales, elles ne sont pas faites que quand... Je reste sur le myéloméningocèle, elles ne sont pas faites que par moi. On a un neurochirurgien, et moi je descends à la consultation obstétrique pour aller voir les images avec le gynécologue, pour rediscuter du niveau, etc. Il y a une consultation qui est prévue, en tout cas ce qu'on fait à Necker, c'est neuro, uro, ortho, MPR. Et donc, et néonat, pardon, excuse-moi. Et en fait, on discute chacun de notre vision de la prise en charge de l'enfant, de la famille et de la fratrie. Donc oui, on en parle, mais c'est très lourd comme consultation, et c'est très dur parce que, clairement, en France en tout cas, c'est la première consultation, c'est on garde pas. Et donner tellement d'informations au début en leur disant, voilà, on vous donne une semaine pour décider si vous allez conserver ou pas l'enfant, c'est difficile. Et bien évidemment, on leur donne plein d'informations. Mais on ne peut pas leur en donner trop parce qu'ils saturent.
on le sait, hein, les patients n'arrivent plus à entendre au bout d'une certaine... même dans les autres annonces, hein, qui ne sont pas aussi graves, on s'en rend compte. Hein, les patients, ils disent, mon cerveau, il a bugué, j'ai pas pu. Alors, ils nous appellent pour savoir qu'est-ce qu'on a voulu leur expliquer. Mais c'est important que tu nous le dises, parce qu'on se demande pourquoi, quand même, il y a... nous, on n'est pas association du SPINA, mais comme il y a Chiari, voilà, les patients arrivent vers nous et on voit quand même une réaugmentation et de patients qui du coup nous disent moi on m'avait pas dit qu'il faudrait que moi j'arrête de travailler, là l'enfant il va sortir de l'hôpital, qu'est-ce que je fais maintenant et tout, qu'est-ce que je peux avoir comme aide? Vous n'allez pas avoir grand chose comme aide, parce que et c'est vrai qu'il y a encore des patients, il y a aussi sans doute des critères religieux, hein, mais qui pensent qu'il va y avoir des aides totales, quoi, et que ça va pouvoir faire vivre toute la famille. Le fait que la maman arrête de travailler, mais et ça, j'insiste sur le problème financier, mais c'est souvent ce qui revient vers nous, en fait. Hein, après. Je confirme tout ce que vous avez dit. En fait, on voit en anténatal les parents, les futurs parents. Ce que je dis, j'explique la même chose. Et après la naissance, quand on rencontre les parents, on a l'impression qu'on n'a rien dit. Moi-même, je vois avant et après, ils posent la même question, ils espèrent toujours qu'il aura quelque chose, qu'on s'est trompé, qu'il y a un miracle, que l'évolution, ça ne sera pas exactement ce qu'on a dit avant la naissance, qu'il aura une dérive. Et du coup, effectivement, ils attendent un autre discours chaque fois, ils essayent de préciser comment ça va se passer, est-ce qu'il n'y a pas des choses en plus. Ça, c'est des événements courants qu'on voit dans notre vie. Hein. Même la même personne, on voit avant et après, la compréhension des parents est complètement différente. Et on l'écrit, hein. On l'écrit de manière systématique avec la consultation obstétrique. Ce que dit Mado est très important, et le vieillissement, l'angoisse des parents, c'est aussi de dire quand on sera plus là, ou même tout simplement quand on vieillira, qu'il fera 40 kilos, qu'il faudra le porter, les transferts, etc. Pour commencer à travailler, c'est les balbutiements dans le cadre du PNMR4 sur le vieillissement. On a des choses qui ressortent où on voit que, d'abord, personne ne connaît rien à rien dans le vieillissement des maladies rares et qu'il faut faire intervenir les gériatres très tôt, vers 40 ans, 45 ans dans certaines pathologies. Et je pense que le SPINA en fait partie, sur des histoires d'histoire naturelle de la maladie qu'on ne connaît pas et qu'il faut aussi que les parents entendent aussi. Les parents alors, entendent, alors ils l'entendent peut-être, est-ce qu'ils l'impriment, je ne sais pas, mais après on n'est pas là aussi pour on est là pour soigner, informer, mais pas choisir pour eux. Non, mais on est là pour donner un maximum d'informations et pas leur dire il faut faire une interruption de grossesse, c'est pas notre boulot. Hein. D'urologie en disant on arrête quand? Mais à chaque fois. J'entends, mais dans notre façon d'expliquer les choses, on explique les choses le plus clairement possible avec les risques des séquelles familiaux, etc. Enfin, avec tout ce que je viens de dire, mais il faut rester. Enfin, on est là pour soigner. On n'est pas là pour imposer une interruption de grossesse sur une maladie grave. C'est pas à nous de choisir. C'est aux familles de choisir, et on est là pour les informer. Et une fois que on pense qu'on les a informés de manière correcte à plusieurs reprises, c'est pas à nous de leur dire il faut interrompre. C'est pas notre boulot, ça. Et on n'est pas là pour ça. Hein. Alors, moi, c'était pour revenir sur le point sexualité. Delphine Demet, urologue pédiatre à Lyon, rapportait notre expérience. Nous menions des consultations jointes avec l'équipe d'urologie adulte depuis une quinzaine d'années pour tout le côté urologie. Et nous avons demandé à nos MPR neuro-uro adultes de nous rejoindre depuis 6 ans pour ce thème de la sexualité, parce qu'ils ont un œil et une expertise bien précise sur ce thème-là. Amandine Guinet-Lacoste et Damien Vaz nous ont rejoints pour ces consultations de transition qu'on faisait habituellement à partir de l'âge de 16 ans et qu'on a étendu, et maintenant on y inscrit les patients à partir de 12-13 ans pour ces thématiques. Et donc la présence des MPR adultes est très utile pour ce sujet-là. Moi, c'était juste pour... Merci. C'était juste pour rebondir, Madame Gilenton, par rapport à l'acide folique et aux autres choses. C'est un problème qui est vraiment international. Et donc la France, la partie surprenante, c'est qu'il y a un réseau d'obstétriciens, il y a les médicaments disponibles et ils n'y arrivent pas. Mais ce problème se retrouve dans tous les autres pays. Et la piste qui a été donc, validée au niveau de l'OMS, c'est vraiment celle de la supplémentation. Et donc probablement même en France,
de dire on va supplémenter, on va mettre des vitamines dans farine, blé ou autre, mais comme ça au moins on va éviter ce problème du fait de l'absence d'accès à l'information ou, comme disait tout à l'heure Cyril, le problème d'arriver au folate trop tard. C'est-à-dire qu'il est donné au moment où la femme se rend compte d'être enceinte, mais on arrive après la bataille. Merci à tous. On va clôturer. Juste pour passer les messages un peu positifs après tout ce qu'on a dit. Bien sûr, c'est les maladies qui restent extrêmement graves, mais je pense qu'on les gère de façon très différente. Et je pense que le tableau clinique d'Espina, si on parle des Myelin-Gosel, vers l'âge adulte, il a changé énormément. Avant, on avait beaucoup de patients lourdement handicapés, avec troubles cognitifs majeurs. On en a toujours, mais beaucoup moins. Il y a un chirurgien orthopédiste qui travaille avec l'Espina depuis des décennies et qui m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il dit avant, on les voyait toujours en couche à l'adolescence, à l'âge adulte, et ça sentait l'urine, ça sentait les selles. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Donc, bien sûr que ça reste lourd, bien sûr que c'est la prise en charge le lourd, mais globalement, c'est la qualité de vie de nos patients Spina, il a amélioré de façon très significative. Mais merci pour ce message positif. On vous remercie tous.